Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Martin Binet, directeur principal chez Relief. Bienvenue à ce deuxième panel de discussion dans le cadre de la semaine de l'autogestion de Relief. Un panel intitulé Autogestion de la santé mentale au travail aux bons mots, M-A-U-X, les bons mots, M-O-T-S. Avant de vous présenter mes invités, je vais laisser quelques secondes, quelques minutes en fait, peut-être 1 ou 2 minutes pour permettre aux participants d'intégrer la salle. Je prendrai quelques minutes pour vous rappeler, Relief est un organisme qui vient en aide aux personnes vivant avec l'anxiété, la dépression et la bipolarité. Depuis 2 ans, nous avons lancé un programme qui s'appelle le Relief à faire, un programme qui vise à sensibiliser, déstigmatiser, à éduquer même et faire la promotion des bonnes pratiques en santé mentale. Si vous êtes intéressé à en connaître davantage, n'hésitez pas à venir nous voir sur notre site web à relief.ca, /relief à faire. Donc, je me présente à nouveau pour tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Martin Binet, directeur principal chez Relief. Je suis accompagné de 3 belles et bonnes personnes. Je suis très, très heureux de les avoir avec moi aujourd'hui pour participer à ce panel de discussion. Je vous les présente. La première, Valérie Legendre, directrice solutions en santé mentale et psychologue chez Sun Life. Il faut rappeler aussi, Valérie, que Sun Life est commanditaire de la semaine de l'autogestion. Merci d'être avec nous. Si tu veux, peut-être une petite minute pour te présenter à notre auditoire. Oui, merci Martin. Bonjour à tous. Je me sens très privilégiée d'être avec vous aujourd'hui. Je considère que c'est un lieu protégé dans lequel on peut échanger ensemble vers un objectif commun qui est de prendre soin de la santé mentale des gens, de nos employés, de ceux qui nous entourent. Donc, je suis psychologue clinicienne de formation avec un intérêt qui s'est dessiné au fil de ma carrière là, dans la santé organisationnelle. Donc, essentiellement, dans mon rôle, je chapeaute pour l'Est du Canada les bonnes pratiques sur l'ensemble du continuum de la santé mentale, donc tant au niveau de la prévention chez nos clients, de l'aide, du soutien aussi au maintien au travail lorsqu'il y a des accommodements nécessaires et finalement toutes les bonnes pratiques pour la gestion de l'invalidité là, pour nos assurés. Voilà. Merci Valérie, merci d'avoir accepté l'invitation. Là, vraiment, on est très, très choyés de t'avoir avec nous cet après-midi. Prochaine invitée, je ferai remarquer, d'ailleurs, elle le fait remarquer avant d'entrer en ondes que c'est la seule personne qui n'a pas de lunettes dans le panel. Elle posait la question s'il y avait un dress code. Il n'y a pas de dress code pour le panel. Sarah, comment vas-tu? Sarah Berkan, directrice des programmes santé mentale au travail chez Groupe Entreprises en santé. Comment vas-tu? Bonjour Martin, merci de m'accueillir aujourd'hui. Je vais très bien. J'ai le grand plaisir d'être en votre compagnie aujourd'hui. Donc, pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, d'un sujet important. Donc, effectivement, je travaille pour le groupe Entreprises en santé, qui est une organisation qui soutient les milieux de travail à créer des environnements favorables à la santé globale de leur personnel. Donc, on est là pour outiller, former, sensibiliser sur le sujet, mais aussi accompagner dans les démarches de type entreprise en santé. Donc, on parle beaucoup de santé mentale en ce moment dans les milieux de travail. J'ai moi-même été dans les milieux privés, l'entreprise privée en tant que gestionnaire, et c'est des enjeux que j'ai rencontrés personnellement et aussi collectivement. Donc, ça fait plaisir aujourd'hui de parler de ce sujet avec toi, Martin, et les panélistes. Merci, Sarah. Le dernier et non le moindre, Christian Kindundu, consultant principal chez CMK Conseil, mais aussi, important de le mentionner, ambassadeur chez Relief. Comment vas-tu, Christian? Je vais extrêmement bien et puis très heureux d'être avec vous et avec les autres panélistes. Alors, pour dire quelques mots pour moi, moi je suis pharmacoéconomiste de formation. Essentiellement, ça fait une vingtaine d'années que je me spécialise dans l'évaluation des technologies de la santé et des médicaments et j'ai exercé au sein de 2 groupes pharmaceutiques basés à Montréal ici. Mais aujourd'hui, effectivement, je porte mon chapeau d'ambassadeur de Relief, étant un gestionnaire qui a vécu et a
à surmonter un épisode d'épuisement professionnel il y a quelques années. C'est important ce que tu dis. Merci de ton ouverture, de ton authenticité, Christian. Très, très apprécié. Je suis content que tu sois avec nous ce midi et je suis aussi très content de vous accueillir, en fait, tous les participants aujourd'hui. Vous êtes probablement dans votre heure de lunch. Vous prenez quelques minutes pour nous écouter. Donc, c'est très apprécié que vous preniez cette heure avec nous. En fait, c'est un panel qui va durer 1 heure, donc qui sera composé de plusieurs questions avec nos experts. On va échanger ensemble. Il va y avoir également à la fin une période de questions. Donc, si vous désirez nous poser des questions, n'hésitez pas à les mettre dans la portion consacrée à cet effet. Peut-être même durant le panel, on va peut-être rebondir sur quelques questions. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Allons-y avec le panel de discussion, comme on dit en bon langage de course automobile. Mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs, c'est parti. Santé mentale en entreprise, on parle les mots, au bon mot, les bons mots. On peut dire que dans la société, depuis la pandémie, je pense que vous allez être d'accord avec moi, là, on parle de plus en plus de santé mentale, on parle de plus en plus on voit des personnalités publiques qui parlent ouvertement de leurs enjeux. Christian, tu as parlé brièvement de ta propre expérience. Mais qu'en est-il du monde du travail? Est-ce que la santé mentale est encore tabou en milieu de travail? Et si oui, pourquoi? Valérie, si tu veux prendre la balle au bon sur cette question. Oui, absolument. Donc, puisqu'on parle de mots, je me suis fait la réflexion, quels étaient les mots les plus difficiles à aborder dans le contexte du milieu de travail lorsqu'on parle de santé psychologique. Et le premier mot, je pense qu'il devient une évidence pour tous, mais qui est encore insidieux dans bien des milieux, c'est l'impact des préjugés. Donc, à quel point, et j'aimerais déconstruire là le lien entre intention malveillante et préjugés. Donc, on est tous issus de milieux différents. Nos familles sont nos premières sociétés. Donc, c'est à travers nos familles qu'on apprend la légitimité de nommer nos besoins, qu'on apprend l'ouverture, la bienveillance, le droit à la différence. Et ensuite, quand on se retrouve dans les milieux de travail, il y a des choses qui inconsciemment refont surface dans notre façon d'aborder le monde, dans notre façon de voir les choses. Et donc, lorsqu'on parle de mots, l'impact des mots, si ce n'est qu'une petite blague, et moi, je m'en rends compte quand je vais donner des formations aux gestionnaires dans les organisations, des fois, pour dissiper le malaise, là, je peux avoir des commentaires comme « Et puis, docteur, ma médication va bien, je suis pas trop fou. » Donc, des petites phrases qui envoient quand même l'information qu'il y a un malaise à composer ou à entendre de l'information en lien avec la maladie mentale, mais aussi qui envoie un message à l'ensemble du reste du groupe ou des collègues qui peut être très stigmatisant et qui peut amener les gens à avoir de la difficulté à s'ouvrir là, sur leurs limites. Et les limites sont le deuxième mot qui me semble le plus évident, à quel point les limites personnelles sont souvent socialement associées à faiblesse, à vulnérabilité, alors que dans le fond, d'être conscient de ses limites est vraiment un moyen de prendre du pouvoir sur des stratégies qui nous aident à rester en santé. Mais le fait de pouvoir créer des environnements de travail où l'expression des limites des gens est valorisée va nous aider beaucoup en lien avec les stratégies d'auto-soin, notamment à aider les gens à emboîter le pas dans des stratégies qui sont saines pour eux. Avec les limites viennent les incapacités. À quel moment je me sens confortable dans mon milieu de travail auprès de mon gestionnaire de nommer que ma limite m'amène à vivre une incapacité en lien avec mon rôle professionnel et jusqu'à quel point on va outiller les organisations et on va aider les gestionnaires à proposer des stratégies d'accommodement aux employés pour favoriser le
maintien aussi au travail. Alors, l'arrêt de travail n'est pas toujours la stratégie à privilégier et donc de pouvoir suggérer des accommodements va aider l'employé à garder tous les bienfaits de la vie professionnelle parce qu'il n'y a pas juste l'aspect financier, mais il y a tout le groupe de soutien, la valorisation et j'en passe. Donc, c'est important d'avoir accès à une opportunité, en fait, de nommer ces incapacités-là. Et finalement, le dernier terme, et non le moindre, c'est la maladie mentale. Encore une fois, dans le vocabulaire, dans ce qui ressort comme mauvaise conception. On n'est pas dans des états statiques, hein, soit qu'on vit une maladie mentale ou soit qu'on est dans un état de bien-être. Donc, on comprend que sur le continuum, c'est une dynamique complexe qui implique plusieurs variables et c'est un processus en continu. Donc, ce n'est pas parce qu'on a une maladie mentale qu'on devient inapte au travail. Il faut favoriser l'inclusion des gens qui vivent les maladies mentales et aussi se sentir bien de pouvoir performer dans un environnement inclusif. De la musique à mes oreilles, Valérie, l'inclusion des personnes vivant avec la maladie mentale dans le milieu de travail. Merci. Sarah, veux-tu rebondir là-dessus? A-t-on fait des progrès en matière de santé mentale et de déstigmatisation dans les milieux de travail? Je serais curieux d'entendre ce que tu en penses. Bien, Martin, il faut quand même rappeler qu'avant, jusqu'à très récemment, jusqu'à mars 2020, déclaration de la pandémie, le mot santé mentale, c'était tabou dans les organisations. On n'en parlait pas. On pensait que les organisations ne voyaient pas l'implication qu'elles pouvaient avoir en santé mentale. Il n'y avait pas l'employeur ne voyait pas le rôle qu'il pouvait jouer là-dedans et pensait qu'il n'avait pas de rôle à jouer. Un peu comme si je peux me permettre de faire un parallèle avec les saines habitudes de vie. Si on remonte il y a 20-30 ans, c'était quelque chose aussi dont on ne parlait pas dans les milieux de travail. Aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. C'est presque un acquis. On sait qu'on peut avoir un impact positif sur les saines habitudes de vie dans les milieux de travail. C'est la même chose au niveau de la santé mentale. S'il y a un effet positif, si je puis dire, de la pandémie, c'est que ça a touché tout le monde, que ce soit le dirigeant, que ce soit le gestionnaire, l'employé. Tout le monde a été touché de près ou de loin et a eu une santé mentale affectée. Donc, c'est un sujet dont on parle un peu plus, mais il y a encore beaucoup trop de stigmatisation par rapport à la santé mentale. Déjà, on a, je rebondis sur ce que partageait Valérie, les préjugés. Les raccourcis qu'on peut faire. Anxieux, faible, burn-out, pas assez fort ou incompétent, dépression, manque de motivation, bipolaire, difficile à gérer. Je me rappelle même de la génération de mes grands-parents qui disaient si quelqu'un voit un psychologue, c'est parce qu'il est fou. Donc on voit les raccourcis, les préjugés qui sont encore très intégrés dans notre culture aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'on en parle un peu plus, qu'il y a des acteurs, des experts qui partagent un peu leur expérience, qui sensibilisent les milieux de travail, mais pour moi, il y a encore beaucoup à faire. Merci Sarah. Christian, je te lance une question comme ça avec ton passé de gestionnaire. Quels seraient les mots à proscrire en fait, à ne pas utiliser lorsqu'on est en interaction avec un employé qui serait peut-être en difficulté ou même en détresse? Est-ce que tu aurais des mots à proscrire en fait? Mais je pense que d'une part, c'est jamais simple de parler d'épuisement professionnel parce que je pense que c'est d'abord difficile de dissocier le burn-out d'une dépression, même si on sait qu'une dépression est différente et elle est propre à chacune. L'épuisement professionnel, c'est un peu un amalgame de beaucoup de choses qui peut arriver à l'employé. Et il faut bien prendre conscience qu'un employé qui est pris dans cet engrenage-là ne sait pas comment s'en sortir. Et pour lui, ça paraît comme l'insurmontable. Il a l'impression qu'il doit changer de travail, il doit changer sa vie, qu'il doit tout changer. Donc, ça peut faire peur. Je pense que la première chose, c'est d'avant même de trouver des solutions, c'est d'avoir un discours très simple, de rassurer l'employé que c'est quelque chose qui arrive au meilleur d'entre nous, d'une part, et c'est vraiment le rassurer, quelque chose qui peut arriver et qu'il y a des solutions. Ce sera la première chose que je ferai.
Merci, Christian. Je vous lance. J'avais l'impression d'avoir quitté le studio. Désolé, mon cœur s'est arrêté 2 secondes. Je sais que c'est arrivé hier. Je dis, ça y est, j'ai fait la même gaffe. Donc, je reprends. Je vous mets en mise en situation. Vous avez, appelons-le Jérôme. Tiens, Jérôme vit des moments difficiles, personnels, professionnels, ça va moins bien. Se présente dans votre bureau en larmes, peine à décrire ce qu'il vit, mais vous voyez qu'il y a une détresse apparente. Vous êtes gestionnaire. Euh, Ça serait quoi les bons mots à utiliser? Ça serait quoi l'approche à faire pour aider Jérôme, pour bien sûr l'amener à réaliser qu'il a besoin d'aide et d'aller éventuellement chercher cette aide? C'est ce qui est le plus important. Valérie, tu veux prendre la balle au bon? Oui, absolument. Une chose qui est très importante de situer tout de suite pour moi afin d'aider les gestionnaires, c'est de vraiment être capable d'être conscient de son rôle et de son corps et de sable. Il ne faut pas confondre la gestion de la performance et les soins. Donc, vous n'êtes pas un thérapeute ou vous n'êtes pas un diagnosticien, ce n'est pas votre mandat. Il faut s'enlever cette pression-là de devoir aborder les choses de façon spécialisée telle qu'un professionnel de la santé. Donc, c'est important de rester centré sur les limites de votre rôle avec bienveillance, bien évidemment, être capable de, dans le cadre surtout, des fois on est pris dans un quotidien qui va vite, mais dans un cadre facilitant, où est-ce que vous allez pouvoir être à l'abri des regards, préserver la confidentialité aussi de cette rencontre-là, de ce moment-là privilégié. Et je vous dirais qu'au-delà de la pression, vous pouvez vous mettre un bon comment ça va là. Hein? Commencer la rencontre, commencer la discussion avec un vrai comment ça va. À quel point, moi, juste en clinique, les gens viennent pour ça et je suis obligée de reprendre la question 2 et 3 fois pour dire, est-ce que c'est un vrai bien, là? Parce que le non-verbal trahit un peu ce que la personne essaie de me rendre comme information. Donc, les gens, usuellement, on a l'habitude de répondre rapidement, mais de s'intéresser à la personne, de s'intéresser à son vécu va permettre de développer une alliance, un lien de confiance dans lequel votre employé va pouvoir choisir de se déposer. Et j'insiste sur le terme choisir parce que ce n'est pas dit qu'il va se sentir confortable non plus de le faire. C'est pas parce que vous n'êtes pas adéquat, c'est pas parce que vous n'aurez pas utilisé les bons mots. Donc, encore une fois, on vient toutes et tous d'un background différent. Donc, on a un héritage différent et ça se peut qu'il y ait des craintes, hein, la peur des répercussions est nombreuse pour bien des gens. Donc, certaines personnes vont garder l'information pour eux. Toutefois, à partir de ce moment-là, vous aurez l'occasion peut-être de nommer vos observations. Donc, on ne veut pas présumer pour notre employé de ce qu'il vit. On ne veut certainement pas s'identifier si on a vécu des fois des moments difficiles, dire, je comprends comment tu te sens, moi aussi j'ai vécu une dépression et assumer que parce qu'on observe la personne est en train de vivre un épuisement ou une dépression, donc on la laisse se raconter et ensuite on appuie nos inquiétudes avec des faits, des observations qui nous permettent par la suite de mettre des ressources en place, de l'aiguiller, de l'orienter vers des ressources appropriées et on fait un suivi. Le suivi est très important. Merci Valérie. Un commentaire, Sarah, sur ce que Valérie vient de mentionner? Oui, d'abord en amont, c'est une très bonne nouvelle que Jérôme, aille dans le bureau de son gestionnaire. On n'a pas toujours cette, relation de confiance. Hem, Idéalement, je dirais, j'appuie, Valérie sur le comment ça va. Idéalement, il faudrait faire cet exercice, en amont avant que Jérôme, craque et arrive en larmes. Dans les rencontres hebdomadaires, nous on le voit dans certains milieux de travail, c'est une partie importante de la rencontre et pas juste, une formule de politesse
politesse. Un vrai comment ça va, je pense que c'est nécessaire de manière régulière pour s'assurer qu'on ne va pas arriver jusqu'à ce moment dans le bureau avec Jérôme. Et puis, justement, je parlais de bonnes nouvelles là, dans la relation de confiance. Créer un environnement de sécurité psychologique, c'est indispensable dans une équipe pour des meilleures relations de travail, mais aussi pour une saine performance. Donc, il faut absolument outiller les gestionnaires pour qu'ils arrivent à créer cet environnement sécuritaire. Effectivement, je rejoins tout à fait Valérie, un gestionnaire n'est pas un professionnel de santé, même l'employeur n'est pas un professionnel de santé. Il se doit de, travailler plutôt sur la prévention en santé plutôt que, de jouer le rôle, qui ne lui est pas attribué. Au niveau des gestionnaires, c'est important de savoir ouvrir le dialogue. Demander de quoi la personne a besoin. Comment l'organisation peut aider cette personne-là? Comment le gestionnaire peut aider son employé à répondre à ces enjeux? L'idéal, c'est de trouver les solutions ensemble parce qu'effectivement, la santé mentale, c'est une responsabilité partagée entre l'organisation et l'individu. Donc, c'est nécessaire d'ouvrir le dialogue et de poser les questions sur qu'est-ce qu'on peut mettre en place à court, moyen, long terme pour éviter des situations stressantes ou qui vont amener à ce type de problématique. Orienter vers les bonnes ressources, il faut les connaître. Effectivement, à un moment donné, on peut arriver sur une situation où cela dépasse nos compétences de gestionnaire. C'est important de savoir guider l'employé. Quand on est, Christian le décrivait très bien, quand on est dans une situation, par exemple, d'épuisement professionnel, on n'est pas dans un mode solution. On ne sait pas quoi faire. C'est pas là où on va penser à dire je vais aller sur tel site ou je vais chercher tels outils. On se noie complètement dans notre situation. Donc, lorsqu'on a des personnes autour de nous, un gestionnaire à qui on peut se référer, qui sait orienter vers les bonnes ressources, ça, c'est un élément clé. La dernière chose que je vais rajouter, Martin, c'est l'exemplarité. Ça, c'est important. Si on le dit, on le fait. Donc, si on est dans une situation, par exemple, d'hyperconnectivité, de souffrance par rapport à la charge de travail, on ne peut pas dire oui, ça serait bien de réduire la charge de travail ou ne pas répondre, par exemple, à minuit le soir. Mais si en tant que gestionnaire, je le fais, je me distingue de mon discours et ça n'est pas quelque chose qui peut apporter un environnement de sécurité psychologique, justement. Les bonnes bottines qui suivent les babines, comme on dit, Sarah. Tout à fait. Je vais jouer un peu l'avocat du diable parce que c'est ma job, puis je suis animateur du panel. Je peux faire ce que je veux. Moi, je me mets dans la peau d'un gestionnaire qui vous écoute, puis ça a tout du sens ce que vous dites, mais en même temps, je prenais des notes, je disais ouvrez le dialogue, bienveillance. Pour la grande majorité des gestionnaires, ben, la plupart des gens vont se poser la question, ils disent, écoutez, là, je ne suis pas psychologue, moi, là, je ne veux pas jouer au psychologue, c'est pas ma job. Oui, il faut que je fasse, tu parlais d'exemplarité, Sarah, mais comment je fais pour rester, pour pas me dénaturer, pour rester le gestionnaire que je suis, mais sans me transformer en psychologue, puis essayer du mieux que je peux aider l'employé qui est devant moi. Christian, qu'est-ce que tu penses de ça? Comment on peut... c'est quoi la limite entre jouer au psychologue et rester soi-même? Ben, je pense qu'on ne demande pas aux gestionnaires d'être un professionnel de la santé. Je pense que pour moi, vraiment la première ligne de défense par rapport à l'épuisement, c'est la communication régulière. Et moi, je vois ça de manière très très simple. C'est avoir des discussions franches et simples avec ses employés en posant des questions simples. Comment se passe sa journée au travail simplement, et de savoir quels sont les facteurs stressants pour cette personne. Et, et ici, je ne pense pas qu'avec cette information-là, le gestionnaire a certaines choses qu'il peut faire. Et bien entendu, on ne résoudra pas le stress de tous les employés sur tous les problèmes, mais l'idée, c'est que quand on a des situations, simplement de pouvoir s'attaquer à quelques éléments qui peuvent diminuer le stress, change la donne pour l'employé. Et ça, c'est très simple à faire. Donc, je pense qu'une communication régulière, c'est vraiment la première chose à faire, et c'est à la portée de tout le monde sans avoir une expertise, quelle que soit, quand on est lié à son équipe.
Merci, Christian. J'aimerais poursuivre sur un élément que Sarah a mentionné, un terme qui est important pour moi, c'est la responsabilité partagée. On a parlé beaucoup des gestionnaires hein, depuis le début du panel, on a parlé un peu des organisations, mais qu'en est-il de l'individu lui-même? Quelle est sa responsabilité sur son propre parcours vers leur établissement? Ça revient au concept d'autogestion. On en a parlé brièvement, c'est l'ADN de Relief. Mais comment une organisation ou même un gestionnaire peut amener l'employé à cette réalisation qu'il a lui-même un rôle à jouer dans son propre établissement? Oui, il y a des outils disponibles, le gestionnaire peut l'accompagner, les ressources humaines peuvent le diriger vers les bonnes ressources, mais que l'employé lui-même a une responsabilité. Comment on peut l'accompagner pour qu'il réalise ce fait important? Christian, est-ce que tu veux répondre à cette question? Ben, moi, je le vois de deux façons. Définitivement, la solution, c'est souvent une collaboration. Et je pense qu'on l'a dit plus tôt, c'est une responsabilité partagée entre l'employé, le gestionnaire et l'organisation. Et je pense que le gestionnaire, définitivement, il est un peu en première ligne parce que c'est lui qui est capable de voir au quotidien comment son équipe se développe. Donc, il joue un peu le rôle de protecteur, ou comme je disais tout à l'heure, il n'est pas là pour régler tous les problèmes, mais il peut désamorcer très facilement certaines situations qui peuvent paraître anodines pour la plupart des communs des mortels. Et je pense que Valérie l'a beaucoup souligné, on a tous un background différent, on réagit différemment, mais il peut désamorcer certaines situations et installer justement ce climat où l'employé se sent à l'aise de venir dire à son gestionnaire les petites choses qui le dérangent. Et puis d'autre part, je pense que Valérie aussi a fait allusion à ça, l'organisation, les ressources humaines ont un peu la responsabilité de mettre en place un cadre qui n'est pas ponctuel, mais plus à long terme, qui crée un cadre qui fait que dans une organisation, on a des plans de récompense, on a des plans qui mettent les gens en valeur, qui viennent un peu rythmer au-delà du travail professionnel du day-to-day. Donc, je pense que c'est vraiment cette responsabilité-là. Et un point aussi qui est évoqué plus tard, je pense aussi que l'employé aussi a sa propre responsabilité. Parce que c'est vraiment la seule personne qui est à même de savoir quels sont les points qui viennent le stresser. Et c'est lui-même qui il doit apprendre à mieux gérer ce qui le stresse. L'employeur et le gestionnaire peuvent agir sur les éléments stressants en les réduisant, mais l'employé doit se connaître aussi et savoir qu'est-ce qui vient perturber son efficacité au quotidien. Merci, Christian. Puis je voudrais relancer à Sarah une question de l'auditoire. En fait, c'est Kim Morin-Perron qui parle d'une situation, et on parle d'autogestion, une personne qui parle et qui mentionne avoir besoin d'aller vers la thérapie, mais qui ne va pas vers les ressources. Comment on fait pour l'aider à prendre conscience de l'importance, en fait, d'aller chercher justement l'aide? Sarah, as-tu des solutions pour Kim? Merci pour la question, Kim. D'abord, je voudrais, puis ça va peut-être répondre à une partie de la question, mais rebondir sur ce qui a été dit. L'art de poser les bonnes questions. J'aime ça, parce que c'est comme ça qu'on va trouver des solutions ensemble, d'accord? Effectivement, comme Christian le disait, si on détermine une situation stressante, il y a la partie au niveau organisationnel. Je reviens sur la charge de travail. Qui est un sujet d'actualité et quasiment l'enjeu numéro 1 au niveau des organisations actuellement. Il y a effectivement la responsabilité de l'organisation sur le nombre de projets, les délais qu'elle fixe, les mandats qu'elle donne ou en tant que gestionnaire, le plan d'action qu'on va se fixer. Donc on peut travailler là-dessus, comme disait Christian, au niveau gestion. Mais en tant qu'individu, qu'est-ce que je peux faire moi pour travailler sur mon rapport à la charge de travail? Est-ce que j'ai cette sensation de devoir remplir mon agenda de rencontres sinon je me sens mal? Est-ce que je peux déléguer certaines tâches? Est-ce que je peux abandonner certaines tâches aussi inutiles? Donc en posant les bonnes questions, je parlais d'ouvrir le dialogue entre
gestionnaire et employé, c'est qu'est-ce que moi, gestionnaire, ou qu'est-ce que l'organisation peut faire? Qu'est-ce que je peux, en tant qu'employé, faire pour améliorer ma situation? Au niveau des, je reprends les éléments qui ont été cités plus tôt, que je trouve très intéressants, sur les limites. Donc effectivement, à un moment donné, on a des limites en tant que gestionnaire. On peut pas obliger une personne à choisir telle ou telle solution. On peut présenter les solutions qui existent, orienter vers les ressources. Il reste quand même la liberté de choix, de l'individu de choisir telle ou telle solution ou d'aller vers telle ou telle solution. Je voudrais quand même mentionner qu'au Québec, accéder à un professionnel de santé, c'est extrêmement compliqué dans tous les domaines, mais aussi dans la santé psychologique, parce qu'on sent qu'effectivement, la santé mentale est très affectée depuis 2-3 ans. Il existe, heureusement, c'est une autre bonne nouvelle, Martin, beaucoup d'organisations telles que Relief qui sont capables d'aider les personnes à prendre en charge leur santé mentale. Alors évidemment, quand on a certaines problématiques, un professionnel est nécessaire, donc ça dépend vraiment de la situation. Là, j'ai pas tous les éléments, mais je voudrais juste rappeler on a beaucoup de chance au Québec d'avoir des concepts tels que l'autogestion, des outils en santé psychologique qui peuvent apporter beaucoup en attendant d'avoir accès à un professionnel de santé. Maintenant, ça reste le choix de la personne d'utiliser. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre des outils dans ma vie. J'en utilise certains plus que d'autres, mais effectivement, déjà, avoir connaissance de tous les outils qui existent et encourager la personne à les tester, ça peut être une excellente solution. Mais comme le disait Valérie, à un moment donné, en tant que gestionnaire, on atteint les limites de ce qu'on peut faire. Le prochain sujet, c'est mon sujet favori. J'avais hâte de l'adresser, puis j'aimerais entendre Christian et Valérie sur ce thème-là. Si vous saviez le nombre de fois que je l'ai entendu de la part de gestionnaires dans les organisations, qu'on m'approchait après une conférence, on me disait, est-ce que je dois parler ouvertement de mes enjeux de santé mentale à mes employés, ou même les chefs d'entreprise, est-ce que je dois parler ouvertement de mes enjeux, de mon historique, de mon vécu à mes employés? Il y a certaines organisations ou certaines personnes qui m'ont déjà dit, moi, je n'en parlerai jamais parce que j'ai trop peur de la réaction ou j'ai trop peur de l'impact financier même sur l'organisation, avec encore une fois cette crainte que peut-être que des employés vont quitter l'organisation ou que ça va créer une instabilité financière ou même organisationnelle. Fait que je vous pose la question, on doit-tu en parler ouvertement ou on garde ça pour soi quand on est gestionnaire d'une entreprise? Christian, je suis intéressé par avoir ton opinion là-dessus. Ben, moi, j'aimerais te parler de deux choses. Je pense qu'avant d'aborder ça, je vais te parler de vulnérabilité, mais avant de parler de ça, je pense que c'est très important que le gestionnaire d'abord apprenne à prendre soin de lui-même. Parce que oui, on gère des personnes, mais avant tout, le gestionnaire aussi, il est stressé. Il peut être stressé parce qu'il a une charge de travail. Et c'est pas une surprise que quand on a un gestionnaire qui fonctionne pas bien, c'est une source d'épuisement professionnel pour toute une équipe. Donc, c'est important d'abord que le gestionnaire prenne soin de lui, qu'il sache demander de l'aide quand il a besoin. Et ça aussi, ça a pour effet d'avoir un effet d'exemple, comme Valérie le disait. C'est sûr que si le gestionnaire ne montre pas l'exemple, c'est difficile pour un employé qui vit une situation similaire de venir se référer à celui-ci. Et c'est là où je pense que la vulnérabilité des gestionnaires est importante, parce que la vulnérabilité, ça veut dire, c'est pas un signe de faiblesse pour moi, c'est plutôt un signe de force pour plusieurs choses. D'abord, quand on est vulnérable, ça veut dire qu'on se connaît bien soi-même. C'est-à-dire que c'est de savoir comment nous, gestionnaires, on réagit à certaines situations, parce qu'on est regardé. Et le regard des autres, nos réactions impactent les autres. Donc, d'être vulnérable, ça permet d'apporter de l'humanité simplement. Et de là, ça crée un lien qui est plus étroit avec son équipe, qui permet l'ouverture à son équipe proche de venir se référer à soi. Et ça a tellement de bénéfices. Comme je disais, c'est vraiment, ça nous permet de nous connaître nous-mêmes, ça nous permet de diminuer notre stress à nous-mêmes, parce qu'évidemment, qu'on est dans une situation stressante, de savoir qu'on peut compter sur les autres, demander de l'aide, ça rend la vie plus simple. Mais surtout, comme je faisais référence, ça montre l'ouverture du gestionnaire à d'être là pour son équipe et d'être quelqu'un qui peut comprendre les problèmes qu'ils vivent.
Donc, définitivement, moi, je dirais, la vulnérabilité est définitivement un atout pour tout gestionnaire. Je me permets une petite confidence, Christian. Je l'ai fait à quelques reprises dans ma carrière. Bon, c'est pas un hasard que je travaille chez Relief. Je suis une personne qui vit avec un trouble de l'humeur et un trouble d'anxiété généralisée. Je l'ai fait dans des moments difficiles de ma vie où j'ai parlé ouvertement à mes employés. Le bien que ça m'a donné est incommensurable. C'est-à-dire que ça m'a permis de me libérer d'un fardeau assez important parce que j'avais l'impression de jouer un rôle qui n'était pas le mien, donc de me cacher derrière un masque. Et quand j'ai te parlé d'authenticité, je me suis senti authentique devant les gens et j'étais capable d'éviter les non-dits. Vous savez, quand on vit un enjeu de santé mentale, ben parfois notre expression va changer, on est peut-être moins souriant, ce genre de choses-là. Et je voulais pas qu'il y ait de perception en disant, ouais, mais Martin a donc l'air bête ces temps-ci, on doit avoir un problème dans l'organisation. Alors, ça permet de complètement enlever les non-dits et ça permet de pouvoir dire aux gens que peut-être que dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, je ne serai pas le Martin que vous êtes habitué à voir, mais ça ne change pas que je serai présent et je serai disponible pour vous. Et moi, j'ai senti une réception incroyable des employés. Et dorénavant, je me suis donné comme mot d'ordre de toujours le faire. Donc, j'abonde dans le même sens que toi. Il y a de la beauté dans la vulnérabilité. Hein? Tu parles que ce n'est pas de la faiblesse. Je suis d'accord avec toi. Je pense qu'il y a de la magie dans l'authenticité également. Je pense que c'est le mot d'ordre. C'est pas toujours facile parce qu'il faut parfois se mettre à nu, mais je pense que c'est nécessaire. C'est Sarah qui parlait d'exemplarité tantôt. Là. Je pense que on a un bel exemple ici. Valérie, qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce qu'on doit en parler à nos employés? On garde ça pour soi ou on peut en parler? Si tu me permets, Martin, je voudrais juste faire un petit retour sur ton commentaire ou ta question plutôt tantôt lorsque tu demandais, bon, le gestionnaire, est-ce qu'il joue au psychologue, jusqu'où il est prêt à jouer au psychologue. Donc, la bienveillance et l'empathie, là, ce n'est pas que réservé aux psychologues. Hein. C'est important de comprendre que c'est dans le spectre des aptitudes et des capacités humaines. Donc, il faut aussi que les gestionnaires puissent embrasser ces aptitudes-là et ces capacités-là et les développer. Ça se peut qu'on identifie que ça ne soit pas nécessairement une force, mais ça vaut la peine, surtout quand on est gestionnaire, de s'occuper à développer ça davantage. Pour ce qui est de la transparence du gestionnaire envers son équipe, je suis à 100% du même avis que Christian. Je crois qu'on a tout à gagner que d'être transparent. D'être transparent ne veut pas dire de se livrer dans les moindres détails de tous les tenants et les aboutissants de notre expérience, mais bien d'être capable de nommer globalement ce que je considère comme gestionnaire qui va être utile pour aider mes employés à se sentir à l'aise de se déposer dans le lien que j'ai avec eux dans le lien de gestion. Donc, il y a des belles études en psychologie sociale hein, qui ont mis en lumière l'impact positif de l'effet de groupe et notamment une que j'aimerais donner en exemple sur des cyclistes. Donc, c'est prouvé que dans une course de cyclisme, si on met le coureur seul, il va contre-performer. Toutefois, si on le met accompagné de collègues dans la course, ça va améliorer sa motivation, ça va améliorer ses capacités cognitives parce qu'il va vouloir apprendre, se développer, s'ouvrir à autre chose et ça va améliorer les performances. Donc, quand on prêche par l'exemple, quand on aide les gens à comprendre que ce n'est pas menaçant que de se livrer, bien, à ce moment-là, ce que ça crée, c'est que ça crée un cercle vertueux et ça aide les autres aussi à emboîter le pas. Et petite anecdote intéressante, je voyais un client hier soir qui me racontait, j'ai trouvé ça savoureux, que dans son équipe de travail, son gestionnaire est très bienveillant, très empathique, il essaie d'enlever de la charge et malheureusement prend beaucoup la charge sur ses épaules comme bien des gestionnaires. Et lui, spontanément, étant donné qu'il est dans une bonne période, a offert à son gestionnaire de dire « J'ai vu que tu en as pris beaucoup de mes collègues qui avaient besoin d'être soulagés. Laisse-moi t'aider à mon tour. Est-ce que je peux
moi, même si je ne suis pas ton gestionnaire, te soulager. Donc, voyez-vous, c'est bidirectionnel l'impact que ça peut avoir. Donc, oui, on se livre comme gestionnaire, oui, on veut aider, on met des moyens en place, mais les employés, ça les encourage à nous rendre l'appareil à un certain point, dans la mesure de leur capacité, bien évidemment. Donc, c'est gagnant en tout point. Merci Valérie. J'ai envie de poser une question à Sarah. Sarah, on a parlé brièvement tantôt d'autogestion, comment on peut favoriser l'autogestion d'un employé. Parlons d'autogestion du gestionnaire. C'est un peu le thème du panel d'aujourd'hui, autogestion, santé mentale en milieu de travail. Je parlais tantôt, et merci Valérie d'avoir recadré l'avocat du diable et d'avoir remis les choses. Le gestionnaire, souvent, on lui demande de se positionner pratiquement en super-héros dans l'organisation. Il est en sandwich entre les impératifs de l'organisation, les demandes des employés, et finit par s'oublier dans tout ça. On leur demande d'être bienveillants, d'être empathiques. Oui, certes, OK, on en a parlé abondamment. Mais comment on fait en tant que gestionnaire pour se mettre en bonne posture pour aider les autres? Donc, quand je parle d'autogestion, n'est-il pas vrai que pour être en bonne posture, effectivement, pour aider son employé, il faut prendre soin de sa santé mentale en tant que gestionnaire en tout premier lieu? Qu'est-ce que tu en penses, Sarah? Écoute, Martin, c'est du vécu. Moi, j'ai été gestionnaire, j'ai pris soin de mes équipes, mais j'ai oublié de prendre soin de moi. Et tout comme Christian, j'ai vécu un épuisement professionnel il y a quelques années. Et effectivement, je rebondis sur la phrase de Christian que je partage souvent. Il faut absolument prendre soin de soi pour mieux prendre soin de son équipe. Sinon, ça ne fonctionne pas. Absolument pas. Je vais le redire encore une fois parce que c'est la phrase la plus importante que j'ai envie de partager. Il faut prendre soin de soi pour mieux prendre soin de son équipe. C'est primordial. C'est très important. Je veux rajouter que les gestionnaires sont les grands oubliés dans une organisation, dans tous les domaines. Ce sont les grands oubliés de la pandémie. Et quand je vois des statistiques où on dit que 64% des gestionnaires sont épuisés et songent à quitter leur travail, c'est une statistique d'il y a 2 ans, mais qui est quand même assez parlante. Ça m'inquiète beaucoup. Effectivement, dès qu'il y a eu la pandémie, on a demandé aux gestionnaires de s'impliquer, de faire attention à leurs équipes à distance, ce qui est 3 fois plus complexe. On leur a demandé d'être attentifs à la santé de leurs employés, mais on leur a pas dit: «Prenez soin de vous d'abord, ensuite prenez soin de vos équipes» et ça, c'est une erreur classique qui persiste encore aujourd'hui dans les milieux de travail. C'est primordial qu'un gestionnaire, comme tu l'as dit, qui est en sandwich entre les impératifs, organisationnels et la gestion d'équipe, ait du temps pour lui, prenne du temps pour sa santé, puisse partager. Je rejoins, Valérie et Christian sur ses propres enjeux. Alors attention, ça prend du temps quand on passe d'une culture où la santé mentale était tabou et si on va arriver à une culture où on se sent assez à l'aise pour être transparent, il faut quand même considérer que ça prend un petit peu de temps. Moi, j'aime beaucoup la théorie des petits pas. Aujourd'hui, on peut tout simplement, dans une rencontre nommer, «Aujourd'hui, je suis un peu fatiguée. Aujourd'hui, je suis moins concentrée ou moins à l'écoute. Si on peut se parler demain, ça serait mieux parce que j'ai mal dormi ou parce que je me sens stressée». Tout simplement des petites choses. Au fur et à mesure, on va instaurer un climat de confiance et puis, on va pouvoir, partager ces enjeux et ça enlève, comme tu le disais si bien Martin, un poids sur les épaules. L'autre chose que je voudrais, partager aussi, c'est qu'on dit beaucoup le gestionnaire, hein, on met tout sur le gestionnaire, mais il y a d'autres façons d'obtenir du soutien dans l'organisation et j'observe dans certaines organisations qui sont innovantes dans le domaine, ils créent ce qu'on appelle des ambassadeurs. Donc parmi des gens qui sont volontaires, des employés de tout département, des gestionnaires qui ont envie d'aider, leurs collègues, qui vont être formés aux premiers signes de détresse psychologique, par exemple, ou tout simplement au concept de santé mentale. On va diluer un petit peu la charge, on met pas tout sur le gestionnaire et puis ça permet à certains
certains employés de s'identifier à des collègues qui vont aussi partager leurs enjeux en santé mentale, parce que parfois on n'ose pas parler à son gestionnaire ou on ne le connaît pas suffisamment pour en parler. Mais de savoir qu'on peut en parler à quelqu'un dans l'organisation, c'est très précieux. Donc finalement, ma recommandation, c'est de ne pas tout mettre sur le gestionnaire. Évidemment, d'encourager les gestionnaires à prendre soin d'eux. On parlait de partage, de transparence avec son équipe. Je pense que de partager entre gestionnaires aussi, de pouvoir ventiler, de partager des choses, des enjeux qui sont communs aux gestionnaires, comme l'épuisement professionnel, entre autres, même si ça touche tout le monde, mais ou la charge de travail, le stress grandissant, la pression qui peut être forte. Je pense que ça serait une très, très bonne chose de créer ce lien entre gestionnaires pour soulager un peu ou parler des enjeux de santé mentale. Donc évidemment, je reviens encore sur le prendre soin de soi. Pour les gestionnaires, c'est vital. Il faut absolument respirer, déconnecter, avoir des temps blancs dans son agenda et puis avoir une charge de travail réaliste. Je pense qu'il va falloir qu'on sorte du concept d'hyper-performance ou de performance à tout prix pour aller vers un concept de saine performance. Absolument. Valérie, t'en penses quoi? Oui, il y a un des éléments qui m'apparaît très important. On parle des gestionnaires, mais il faut d'abord et avant tout que cette belle mission que de créer un environnement sain et sécuritaire sur le plan psychologique soit endossée par la haute direction. Donc, je t'entendais tout à l'heure dire, bon, il faut que les babines suivent les bottines. Donc, souvent, oui, on met en place des beaux principes, des objectifs, mais il faut aussi que le gestionnaire sente qu'il est appuyé par la haute direction pour que l'ensemble des paliers soient capables d'endosser la même responsabilité et qu'il y a une cohérence dans les différentes actions ou en fait dans l'accueil de tous les niveaux d'employés dans l'organisation. Ça, pour moi, c'est un incontournable et ça demeure une clé pour permettre aussi aux gestionnaires de ne pas se retrouver coincés justement entre leur désir de prendre soin de leurs employés, mais la pression qu'ils obtiennent d'en haut de devoir toujours un peu plus performer. Il y a un élément qu'on n'a pas nommé, mais qui m'apparaît aussi très, très important, à la fois pour les employés comme pour les gestionnaires, c'est l'aspect de la formation. On sait que le savoir, c'est le pouvoir. Donc, plus on forme les gens dans les organisations, plus par ricochet, on aide aussi les gestionnaires à faire leur travail parce qu'à ce moment-là, les gens sont au fait de certains concepts, sont au fait du bon vocabulaire à utiliser, sont au fait des stigmas, des préjugés qu'il faut déconstruire. Eux-mêmes, entre eux, vont prendre la responsabilité de se corriger si jamais il y a eu un mot qui a été mal utilisé. Donc, c'est important d'investir aussi en formation pour aider à déconstruire soit des mauvaises conceptions, mais donner des outils aussi aux gestionnaires pour amener leurs équipes à un meilleur état. Excellent point, merci Valérie. Question de dernier tour de table en fait. Je vois le temps filer. J'aurais passé encore un autre 2 heures avec vous, tellement c'est inspirant et intéressant. Allons-y avec une question relativement simple, mais complexe à la fois. Si vous aviez, je ne dirais pas une baguette magique, mais si vous aviez un seul conseil à donner à une organisation qui est un peu perdue dans tous ces changements organisationnels, veut investir en santé mentale, en bien-être au travail, ce serait quoi le premier conseil que vous voudriez partager avec cette organisation là, pour bien débuter les choses? Christian, est-ce que tu peux débuter le tour de table? Oui, en fait, avant de donner le conseil à l'organisation, j'aimerais donner le conseil aux personnes qui vivent un problème d'épuisement. Je pense qu'il faut garder à l'esprit que l'individu est le premier responsable de son bien-être. Et il sera toujours la personne qui a le contrôle de façon dont il réagit à un événement stressant. Donc ça, c'est bien important à garder à l'esprit. L'organisation pourra diminuer les facteurs de stress, mais c'est toujours sous le contrôle de l'individu. Alors, un conseil très simple pour les organisations,
Moi, quand ça m'est arrivé, on m'a tendu une carte en me disant va parler au service On que je programme donne à nos pas de enfants. nom. Voilà, parce que et puis, c'est très nébuleux. Et souvent, c'est fait sous un ton dramatique. Et on a l'impression qu'on va s'adresser à une boîte noire, un trou noir. Donc, je pense qu'il y a un effort à faire parce que justement, si chaque organisation investit justement dans ses services aux employés, peut-être simplement le vulgariser, le simplifier pour que ça ne paraisse pas comme si on t'envoyait au coin du mur ou ça serait quelque chose de simple à faire, je pense. Merci, Christian. Valérie, je te fais une passe sur sur la Oui. palette. Donc, moi, j'ai envie de vous encourager à faire une réflexion en amont. Donc, je trouve qu'il y a un danger ou il y a un risque, je ne dirais pas danger, mais il y a un risque à créer l'effet pervers de nos bonnes intentions. Donc, vouloir mettre en place plein de choses sans que ce soit cohérent, sans que ça parle nécessairement aux besoins de notre organisation. Je pourrais donner comme exemple rapidement, pour un client chez nous, on observait une certaine hausse des demandes en invalidité pour un certain type de rôle. Et on se rendait compte que dans ce rôle-là, les gens avaient à répondre simultanément à 3 canaux de communication qui étaient le chat, le courriel et le téléphone. Donc, peu de temps après l'entrée en fonction, c'est sûr qu'ils étaient tous en arrêt de travail pour des conditions de troubles déficitaires d'attention. Pas parce qu'il y avait un diagnostic clinique probablement, mais c'est parce que la tolérance cognitive s'essoufflait et là, à ce moment-là, ils étaient épuisés. Donc, juste le fait de réfléchir, de voir est-ce que la description des rôles est saine, est-ce que j'entends les besoins de mes employés, va faire en sorte qu'on va prendre un pas de recul et on va créer une stratégie qui va vraiment être en réponse aux besoins de l'organisation. Sarah? Effectivement, Martin, c'est difficile de choisir un seul conseil, mais alors déjà d'oser en parler, j'aime bien ta question parce qu'oser en parler, c'est déjà une étape. On sent la peur, hein, d'en parler dans les organisations, d'ouvrir une porte qu'on n'est pas capable de maîtriser. Mais la bonne nouvelle, moi j'aime bien les bonnes nouvelles, c'est que, mon conseil c'est faites-vous aider. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'il y a beaucoup d'organisations au Québec ou beaucoup de personnes qui sont capables de vous aider. Tu l'as mentionné dans l'introduction de Relief. C'est important, ça permet de mettre les bons outils au bon moment, d'aborder les bons sujets avec les bons mots, puisqu'on est dans un panel sur les mots. Donc profitez de ce soutien qui est offert. C'est une chance, je trouve, ici au Québec. Donc, osez en parler et faites-vous accompagner, faites-vous aider. Ça ira, ça se passera très bien. Merci. Il nous reste quelques minutes. On pourrait peut-être, si vous êtes d'accord, prendre quelques questions du public. J'en ai une qui a été nommée assez tôt dans le panel. J'attendais le moment propice pour la poser. Je trouve qu'elle est très intéressante. C'est Amimi Myriam qui pose la question. Pourriez-vous nous parler de la santé mentale des chefs d'entreprise en difficulté? Là, on parle de la haute direction ou même de la très haute direction. On parlait des grands oubliés, hein, tantôt, Sarah, on parlait des gestionnaires, mais c'est vrai que les chefs d'entreprise aussi sont souvent seuls en haut de leur petite montagne et sont démunis. Personnellement, j'ai connu des chefs d'entreprise dans les 2 dernières années qui ont vécu des moments difficiles et même certains qui ont malheureusement se sont enlevés la vie. Donc, on les oublie. Qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce qu'on peut recommander à ces chefs d'entreprise, outre ce qu'on a parlé aujourd'hui, ou du moins des conseils d'autogestion, d'authenticité ou vulnérabilité? Valérie, est-ce que tu veux prendre cette question? Oui, en fait, moi, ce que j'ai envie de suggérer, c'est vraiment d'être capable de bien s'entourer. C'est une charge qui est
énorme de devoir soutenir tant la rentabilité d'une organisation, les équipes à l'interne, la pérennité de l'entreprise. Donc, de savoir bien s'entourer, de se créer une structure, une routine qui va nous permettre d'avoir de petits moments où est-ce qu'on peut miser sur le ressourcement, sur des choses qui nous font du bien, qui nous nourrissent pour être capable de mieux rebondir dans tous les défis que rencontrent les chefs d'entreprise et de se créer des réseaux de soutien. Je crois que ça aussi, ça devient prioritaire parce que souvent les chefs d'entreprise se sentent isolés, ont de la difficulté à se livrer parce qu'ils se sentent responsables de l'ensemble de la charge. Donc, de se créer des réseaux de soutien où ils peuvent échanger les uns avec les autres pour essayer de sortir de la boîte, être créatif et trouver d'autres solutions ou simplement partager à quel point ça fait du bien. Sarah, un commentaire sur cette question? On voit depuis la pandémie de plus en plus de témoignages et moi, je trouve ça vraiment impressionnant. J'admire ces témoignages de leaders qui osent parler de leur vulnérabilité, des enjeux qui suivent. J'encourage parce que c'est ça qui va permettre de mettre les bons sujets sur la table, puis de trouver des solutions. Effectivement, on est tous touchés. Donc, si tout part du haut, de l'engagement de la direction et l'exemplarité, comme je le disais, si un leader est capable de partager, d'être authentique, ça va s'intégrer dans la culture d'entreprise. Et finalement, les gestionnaires et les employés vont se sentir le droit de eux aussi exprimer ce qu'ils ressentent. Donc, j'encourage ces témoignages. Moi, je trouve ça inspirant et j'ai beaucoup d'admiration finalement pour ces leaders, beaucoup plus que sur les images de perfection qu'on fait circuler dans les réseaux sociaux. C'est pas authentique, c'est pas humain. On est tous humains, qu'on soit dirigeant, gestionnaire, employé. Donc il faut se le rappeler, je pense, de temps en temps et encourager ces partages inspirants. C'est beau la vie sur LinkedIn, hein, Sarah. C'est magnifique. On a le temps pour une dernière question. J'ai la question de Guylaine. En fait, c'est surtout la deuxième portion de la question que j'aimerais aborder. On parle de stigmatisation, on en a parlé en début de panel. Je l'entends souvent, celle-ci. On parlait d'un employé je parlais de Jérôme tantôt, qui s'est présenté. Vous l'avez félicité parce qu'il fait le pas, mais il y a plusieurs employés qui ne font pas ce pas parce qu'ils ont peur de vivre de la stigmatisation et même de la discrimination dans la progression de leur carrière. Il y en a qui ont peur d'être tablettés, il y en a qui ont peur de perdre leur emploi parce que ça se passe encore en 2023. Comment on fait dans une organisation pour envoyer un message clair? On parlait de bottines qui suivent les babines, pour dire que dans cet environnement de travail, il n'y aura pas de discrimination de la sorte. Valérie? En fait, moi, tout se passe à travers la stratégie santé mentale qui sera mise en place dans l'organisation. Quand la stratégie, elle est bien communiquée à travers différentes modalités, à ce moment-là, les gens se sentent en confiance de se déposer. Tant qu'il y a des risques, tant que l'employé voit que ça pourrait lui nuire, à ce moment-là, il n'osera pas se livrer. Et comme bien des gens, les statistiques le prouvent, c'est difficile d'aller de l'avant, d'aller chercher de l'aide parce que toutes ces peurs, ces craintes d'être étiqueté et donc ralenti dans nos ambitions professionnelles, à ce moment-là, ça vient teinter cette décision-là. Il faut que les organisations deviennent des vecteurs pour que les gens puissent devenir la meilleure version d'eux-mêmes, mais à travers l'ensemble de la trajectoire de leur vie. La vie, c'est une succession d'étapes. Donc, ça se peut qu'à une certaine étape, j'aille moins bien. Ça ne veut pas dire que ma vie est finie. Ça ne veut pas dire que je n'ai pas les capacités d'assumer d'autres rôles dans l'organisation. Donc, c'est cette espèce de loyauté qui doit être mise en place pour être capable d'aider les employés à le faire en toute confiance.
et que j'aurais continué encore 1 heure avec vous, mais je vois l'heure qui file et j'ai à l'oreille ma patronne qui me dit « Martin, tu parles trop, il faut arrêter tout ça ». Premièrement, j'aimerais vous remercier, Valérie, Sarah, Christian, pour cette très, très belle, cet entretien magnifique. Merci pour vos commentaires, merci pour vos solutions. J'apprécie énormément que vous avez accepté l'invitation. Merci d'avoir été là. J'aimerais aussi remercier toutes les personnes qui ont assisté au panel. On vous invite à le partager sur les réseaux sociaux. Il sera rediffusé. En fait, LinkedIn, vous pouvez le consulter à tout moment. N'hésitez pas également si vous avez besoin d'aide. Si vous allez moins bien vous-même, que vous soyez, on en a parlé, un chef d'entreprise, un gestionnaire, un employé, un être humain, quoi. Vous avez de la difficulté, sachez que Relief est là pour vous. Vous pouvez communiquer avec nous et il nous fera un plaisir de vous accompagner et de vous aider. Je vous rappelle également que c'est la poursuite de la semaine de l'autogestion, donc il y aura également d'autres nouvelles qui vont suivre. Soyez à l'affût. Petit scoop là, d'un document, d'un livre blanc qui va sortir là, dans les prochaines semaines. Donc, merci à tous. Passez un bel après-midi. Le printemps est à nos portes et on se revoit très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Merci.